Bon, je n'avais pas de réponse de Corentin. Je propose, euh, je propose merci à toutes et tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire qu'on va essayer de faire tenir en 1 heure, voire un peu plus. Ça dépend un peu de vos questions. Et justement, en termes de questions, si vous n'êtes pas complètement familier de Livestorm, ce qu'on peut vous proposer, c'est plutôt d'utiliser l'onglet questions, tout simplement, pour interroger chacun des intervenants pendant le webinaire. On essaiera naturellement de vous répondre au fil de l'eau. Par rapport à une question qui se pose assez souvent, oui, les slides et le replay d'ailleurs du webinaire seront disponibles dans les jours qui viennent. Voilà. L'objet de ce webinaire, c'est d'essayer de commencer à donner des premières pistes sur ce que pourrait être la générosité de demain. La générosité, c'est la manière dont les Français, notamment, vont contribuer aux actions des associations, des ONG, des fondations, par le don. C'est un secteur qui n'est pas toujours très mis en avant, mais qui pourtant est un véritable marché, qui représente 5 millions de foyers fiscaux donateurs et 2,5 milliards d'euros de dons annuels. Ça, c'était des chiffres en 2018. Mais c'est aussi un marché en érosion, notamment depuis précisément 2018, avec une tendance qui est à peu près 5% d'érosion du nombre de donateurs, une vraie difficulté pour la plupart des associations à conquérir de nouveaux donateurs, et notamment des donateurs plus jeunes, et avec également enfin c'est plutôt le bon signe, une augmentation du don moyen, mais qui, hélas, n'arrive pas à compenser la baisse. Si on voulait pousser à l'extrême la réflexion, on peut se demander si la générosité au global n'est pas devenue une sorte de produit de luxe réservé aux riches seniors, qui constituent une partie importante des profils donateurs. Au départ, la réflexion qu'on lance aujourd'hui, elle est née avec un livre blanc qu'on avait coordonné, François Laurent et moi-même. François Laurent est coprésident de l'ADTEM, et avec une dizaine de contributions d'experts pour défricher un petit peu les problématiques du fundraising. On avait prévu de lancer ce livre blanc à peu près au moment où le Covid a pointé son nez dans notre pays, donc on a un petit peu décalé. Et surtout, compte tenu du contexte post-crise, on a essayé d'élargir un petit peu le débat, et je vous en parlerai en fin de présentation. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être d'essayer, par rapport aux problématiques existantes du fundraising, d'essayer d'envisager ce que pourrait être la générosité demain. Demain, on va y avoir une évidence. Il paraît qu'on va connaître la pire récession depuis 1945, donc on sait que ça va toucher une certaine partie de la population, potentiellement de grandes parties de la population, que la solidarité va devenir encore plus indispensable qu'elle ne pouvait l'être auparavant, mais que cette solidarité, elle va avoir besoin d'un rebond nécessaire de la générosité, puisque c'est la générosité qui va donner les moyens des actions de solidarité. Et qu'il y aura peut-être également besoin de nouvelles approches. Et ce matin, on va essayer de défricher 3 enjeux, qui sont ceux relatifs aux classes moyennes et aux jeunes, et c'est Xavier qui nous en parlera. La vraie question, c'est sont-ils généreux aujourd'hui et seront-ils moins généreux demain? Ensuite, on va essayer de croiser ça avec une réflexion sur l'essor des consommateurs et le boost du secteur RSE, et d'envisager les synergies possibles ou existantes avec le secteur caritatif. Et enfin, on va parler un petit peu des donateurs et des nouvelles façons qu'on peut avoir de les adresser et de les fidéliser. Autour de moi, je ne suis qu'animateur. Autour de moi, Xavier apportera son œil de sociologue et de planeur stratégique. Xavier est cofondateur de Free Thinking. Olivier Classio, dirigeant de Des Enjeux et des Hommes, apportera son œil d'expert RSE. Et Sylvie Morin-Millot, qui travaille dans une petite association qui s'appelle Planète Enfance et Développement, apportera son œil d'experte du fundraising et de la collecte de dons. Moi, pour ma part, je suis Hervé Pépin, membre du bureau de l'ADTEM, et je dirige une agence d'accélération digitale qui s'appelle Nexize et qui compte parmi ses clients une quinzaine d'associations et de fondations.
Je vous propose peut-être tout de suite d'entrer sur les premières questions pour Xavier. Xavier, on le sait, les classes moyennes souffrent depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, tout le temps nécessaire, comment et pourquoi les classes moyennes sont très, ressentent une forte précarité? Merci Hervé, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'aller effectivement assez vite sur cette partie-là, mais elle est importante parce qu'elle donne un peu le setup global, on va dire, sociologiquement du sujet qui est le nôtre aujourd'hui sur le don. Alors, les classes moyennes aujourd'hui, bon, très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quand même important, on va dire que ça correspond à peu près, je dis à peu près volontairement parce qu'il y a des débats là-dessus, 50 à 60% de la population française. Généralement, on dit 60%, c'est-à-dire c'est au-dessus des 20% les plus modestes et en dessous des 20% les plus aisés. Donc, ce sont des gens qui gagnent autour du salaire moyen en France, qui est de l'ordre de 2200, 2300 euros aujourd'hui en 2020. Donc, ce sont des gens qui sont typiquement, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont enseignants, qui sont cadres moyens débutants, qui sont employés dans des PME ou dans des grandes entreprises. Alors, si on regarde comment les gens sont impactés, on va dire, par ce qui se passe depuis des années, ils sont très fortement impactés par 10 ans de crise. Donc 10 ans de crise qui ont été 10 ans de transformation, qui ont évidemment impacté leur capacité à donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 10 ans maintenant, et même en réalité pour les plus âgés d'entre eux, quand on parle à des gens qui ont 45, 50 ans, ils sont tout à fait capables d'expliquer que la crise du pouvoir d'achat, elle a commencé bien avant 2008. Pour eux, elle a commencé plus tôt en 98-19 avec le passage à l'euro. Les jeunes aujourd'hui pour eux, c'est un acquis, mais les gens qui ont plus de 40 ans, le passage à l'euro a marqué un vrai changement. On va dire que pour tous, jeunes et moins jeunes, la crise de 2008, naturellement, a été un vrai déclencheur d'une crise du pouvoir d'achat. Donc c'est une réalité de perception, la crise du pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui une réalité tout court. C'est-à-dire que, pour faire très très court, dans les années 2009, quand on parlait de la crise du pouvoir d'achat, très souvent à des annonceurs, à des marketeurs, on nous répondait « Oui, mais en réalité, les chiffres de l'INSEE nous disent qu'il y a quand même encore une croissance du pouvoir d'achat. » En réalité, on voit bien aujourd'hui que cette crise du pouvoir d'achat, elle est actée par tous, puisqu'on s'est rendu compte que même si le pouvoir d'achat, on va dire facialement, continue à augmenter de 1,5 ou 2% par an pour les classes moyennes, il était totalement dévoré, c'est ce qu'on voit là, par les dépenses réengagées, et donc en réalité, le niveau de vie des gens baissait tendanciellement de façon forte depuis 10 ans. Ça se traduit dans le vécu, naturellement, des gens, parce qu'il y a les chiffres et puis il y a la vie des gens. Nous, on travaille chez Free Thinking en quali collaboratif, donc on réunit des communautés et on les interroge en ligne, dans une démarche qui est d'essence qualitative, donc on a le discours des gens. Et quand on travaille avec les classes moyennes, comme on le fait depuis plus de 10 ans, ils nous disent des tas de choses. Et quand on traduit les chiffres en vie, ils nous disent, par exemple, ils nous disaient dès 2012, ils nous disent, par exemple, que on voyage moins. On va pas voir le neveu qui fait sa communion parce qu'il y a 900 km aller-retour et qu'avec le prix de l'essence, on n'a pas les moyens de se le payer. Ils nous disent en 2014 qu'ils consomment bio pour les fruits et légumes, mais pour beaucoup d'autres choses, même en termes alimentaires, ils vont essayer de sélectionner ce qu'ils prennent. Ils nous disent en 2016 que la réalité, c'est que la ceinture perd d'écran chaque nouvelle année. Donc c'est compliqué. Puis ils nous disaient en 2017 que quelquefois, ils quittent, alors c'est particulièrement l'actualité avec la crise du Covid et le confinement, ils quittent des appartements dans des grandes métropoles pour aller vivre, s'ils peuvent trouver un emploi, dans des endroits plus modestes où ils pourront avoir un jardin et où du coup ils auront moins de budget, de loisirs à dépenser. Donc c'est une réalité qui est vécue, c'est une réalité aussi, la crise du pouvoir d'achat, qui est exprimée dans le vocabulaire qu'ils utilisent. Et nous, on travaille énormément avec les mots, puisque quand on travaille sur une étude qualitative, on peut recueillir 500, 600, 1000 contributions, donc on a beaucoup de discours à disposition, donc on peut vraiment faire un travail sur le vocabulaire. On s'aperçoit qu'en fait, il y a un point qui est très intéressant. Entre 2008 et 2019, il s'est passé d'abord beaucoup de souffrance, donc on a eu un vocabulaire de la souffrance, beaucoup, c'est ce qu'on voit là, pas de sortie, pas de vacances, hors de prix, aucun extra. Et puis il y a eu un vocabulaire de l'adaptation qui s'est mis en place au fil des années. Et donc en 2017,
on était face à des gens qui disaient finalement, maintenant, le sujet, c'est maîtriser son budget, utiliser Internet, des produits naturels, la seconde main, Amazon évidemment, Le Bon Coin. Et puis en 2019, avec la crise des Gilets jaunes, tout est réactivé. En fait, le malaise est toujours là. Et là, on a un vocabulaire de la désadaptation qui revient en première ligne. Donc on voit bien qu'il y a une frustration latente qui est extrêmement forte. Alors, il y a une adaptation aussi, naturellement, en termes de consommation, avec une nouvelle consommation. Nous, on a appelé ça l'alterconsommation de masse. C'est-à-dire cette idée qu'en fait, les gens deviennent alters, mais ils sont très nombreux à devenir alters dans leur façon de consommer, et donc ils sont en permanence maintenant à la recherche de nouvelles façons de consommer qui vont leur coûter moins d'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans un premier temps, on adopte les nouvelles offres que propose la grande distribution, le Drive, qui a eu un succès absolument foudroyant depuis quelques années, mais aussi la distribution économique. Alors, on connaît tous Lidl, Aldi, mais c'est aussi des gens comme NOS, par exemple, ou comme Stocomanie, donc des enseignes spécialisées dans la date de péremption courte, dans les fins de série, qui sont très, très populaires. Le Bon Coin, évidemment, ça c'est depuis déjà pratiquement 10 ans, en tout cas depuis 2012, c'est très, très fort. Et puis après, ça va être le comparateur de prix, et puis tout ce qui est le collaboratif, alternatif, le non marchand, donc les commerces de proximité, bien sûr, mais aussi énormément les petits producteurs, les échanges, le peer-to-peer, la bibliothèque pour ne pas acheter de bouquins, les fermes où on va acheter des choses en direct, tout un tas de choses, le DIY, le recyclage, tout un tas de choses qui permettent de dépenser moins. Et puis, apprendre une nouvelle consommation, c'est aussi changer quand même son mode de vie. Donc, c'est mettre en place un mode de vie qu'on a appelé rétracté. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi quand on parle de dons. Quand on parle des classes moyennes, on va demander de l'argent à des gens qui, par exemple, pour 4 Français sur 10, ne sont pas partis en vacances en 2019. Il faut quand même avoir ces chiffres en tête. On est dans le pays des congés payés. 4 Français sur 10 en 2019, pas de vacances. 2 Français sur 3 ont renoncé à des vacances depuis 5 ans. Donc là, on est quand même sur des choses énormes. Là, c'est une source IFOP. Si on prend la précarité énergétique, là aussi, on est sur des trucs qui commencent à être massifs. 8 millions de Français en précarité énergétique en 2019. Donc, quand on n'arrive pas à payer sa facture d'électricité, naturellement, pour le don, c'est compliqué. Puis, dernier point sur, on va dire, le contexte global de difficultés économiques des Français, des classes moyennes. Au moment des Gilets jaunes, on va dire, en 2019, et naturellement, ça va s'aggraver sans doute, à coup sûr, en 2020 et en 2021. On se retrouve pour certains d'entre eux, notamment pour les cinquantenaires et les jeunes retraités, face à ce qu'on a appelé l'impasse générationnelle, qui est un vrai sujet, qui est un sujet énorme, qui est sans doute pour une grande part dans le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, c'est l'analyse qu'on en fait, avec l'augmentation de la CSG pour les retraités, qui a été une espèce de chiffon rouge qu'on a agité devant eux, puisque finalement, beaucoup de retraités aujourd'hui, de jeunes seniors, sont pris quand on les attaque sur leur pouvoir d'achat, avec la CSG par exemple, sont pris entre deux feux. Ils se disent, finalement, les 300, 400 euros par an qu'on va me prendre, ça va correspondre à ce que j'essaie de mettre de côté, même si c'est insuffisant, pour préparer ma dépendance, parce que c'est quelque chose qu'ils ont très très présent à l'esprit. Donc ils essaient par tous les moyens de préparer ça, même si c'est insuffisant. Donc c'est soit ça, soit ce que j'ai comme réserve en fait pour aider mes enfants ou mes petits-enfants qui eux-mêmes ne s'en sortent pas. Parce qu'à un moment donné, ils sont au chômage ou parce qu'ils ont un revenu faible et que quand la machine à laver tombe en panne, ils n'ont pas forcément les moyens de la réparer ou de la changer. Les grands-parents ou les parents, ça va ça. Quand on met les Français, les jeunes seniors et les retraités face à cette impasse, là, ils voient rouge et on a en partie une explication de la crise des Gilets jaunes, mais c'est juste pour faire comprendre à quel point finalement les choses sont quand même compliquées pour eux. Ils ont une épargne, on sait, qui est importante, mais c'est une épargne en fait qui est très stressée aussi. Et pourtant, ils sont généreux. Et pourtant, ils sont généreux. C'est un point qui est quand même important à prendre en compte. Ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que quand on regarde la globalité des chiffres, malgré ce contexte qui est quand même très difficile, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, et même s'il y a une adaptation, on voit qu'il reste très difficile pour la majorité des Français, en tout cas pour les Français des classes moyennes, et encore plus d'ailleurs au sein de ces Français des classes moyennes pour les jeunes, dont on sait qu'aujourd'hui, ils forment le gros bataillon des gens qui ont vraiment des difficultés économiques. Pourtant, les Français donnent.
Alors là, on a pris beaucoup de chiffres. On est moins dans les études qualitatives que nous faisons. On a essayé vraiment de récupérer des chiffres pour les mettre en regard précisément de ce que nous avons comme données qualitatives à travers nos propres études. Et on s'aperçoit qu'ils donnent, continuent à donner. Alors, un chiffre qui est très important, tu disais qu'il y avait une baisse tendancielle, Hervé, c'est évident depuis les dernières années, mais si on prend en même temps sur 10 ans, par exemple, ça, on a pris ça dans le panorama national des générosités, l'augmentation des dons, c'est quand même plus 70%. Donc, il y a une augmentation quand même des revenus, même si le pouvoir d'achat est attaqué. Ça suit donc cette augmentation, mais on peut dire que c'est quand même une augmentation qui est très massive. Donc, l'acte de générosité fait quand même, il résiste, malgré les difficultés de pouvoir d'achat. Deuxième type de données qui sont pour nous très intéressantes et directement liées, on va dire, à la problématique des classes moyennes. Les classes moyennes continuent à participer largement à la générosité. Donc c'est difficile. Quelquefois, on voit rouge, et c'est la crise des gilets jaunes, mais n'empêche que sur une période, on essaie quand même de continuer à donner. Le chiffre qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, 43% des donateurs en France, en 2019, gagnent moins de 2300, gagnent moins de 2300 euros par mois. Donc on est vraiment en pile poil dans les classes moyennes, voire dans les classes moyennes inférieures pour une partie de ce public qui gagne moins de 1500 euros par mois. Donc les gens vont donner peut-être peu, un tout petit peu, en valeur absolue pour chacun d'entre eux, mais ils donnent quand même quand ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Naturellement, cet acte de générosité, il est proportionné aux moyens des Français, notamment pour les classes moyennes et moyennes inférieures. Quand je disais qu'ils donnaient peu, oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que 40% des gens, c'est la Fondation de France qui nous le dit, 40% des gens donnent de 1 à 50 euros par an. Donc ça peut être des sommes qui sont petites, n'empêche qu'ils donnent. Point quand même qu'il faut souligner, quand on parle, ça on l'a vu dans nos études sur le pouvoir d'achat depuis 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, on l'a vu dans l'étude qu'on a faite sur les gilets jaunes en 2019, il faut quand même se rendre compte que pour ces Français des classes moyennes, l'unité de mesure aujourd'hui, c'est l'euro. C'est pas la dizaine d'euros, encore moins la centaine d'euros. L'unité de mesure, c'est l'euro. Quand les gens font leurs courses, ils sont à 1 euro près. Ils disent, voilà, moi, je vais chez Leclerc, j'en ai pour ma famille de 3 personnes, j'en ai pour 86 euros. C'est mieux que chez Carrefour si j'en ai pour 80 euros ou 82 euros. Donc, il faut quand même avoir en tête, donc, donner de 1 à 50 euros par an. En fait, c'est quand même important. Et puis, autre point qui est important naturellement, ils ne donnent pas la même chose suivant leur âge. On se rend compte que les seniors donnent plus en valeur ajoutée, 168 par an, en moyenne pour les seniors. Tu en parlais, Hervé, naturellement, c'est un public très, très important pour les dons, les seniors, même si eux aussi ont leur problème de pouvoir d'achat, on l'a vu. Mais même les jeunes, finalement, essaient de donner, alors à leurs moyens, pas la même chose. Ils vont donner moins en valeur absolue, mais finalement, en budget annuel, les 30 et moins, ça va être plus que les seniors, ce qui est quand même un peu plus intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, pourquoi ils donnent ? Ils donnent d'abord contre la pauvreté. Alors ça, c'était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la crise du Covid. On va voir si ça va se confirmer, mais c'est vrai qu'à 50%, finalement, c'est BVA qui nous le dit, à 50%, ils donnaient pour la pauvreté. Nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'il y a un effet de projection, un effet de proximité. Quand on parle français des classes moyennes, et notamment des classes moyennes inférieures, même des classes moyennes supérieures d'ailleurs en un sens, il faut quand même se rendre compte que c'est une réalité massive aujourd'hui. Ils ont tous dans leur entourage quelqu'un qui n'est pas dans la misère, mais quelqu'un qui est peu ou prou, soit dans une relative pauvreté, soit exposé à la pauvreté. Donc c'est quelque chose de très très concret. Ils ont souvent dans leur entourage quelqu'un qui est au chômage. On est quand même encore à un taux de chômage qui est important en France. Quelqu'un qui est au chômage de longue durée, quelqu'un qui travaille mais avec un mi-temps qui est mal rémunéré, donc quelqu'un qui va gagner concrètement moins de 1 000 euros par mois. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi ils donnent massivement pour la pauvreté, et puis après pour l'aide à l'enfance, et après pour le handicap et la recherche médicale, jusqu'en 2019. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène de générosité de classe moins partielle qui... Oui, il y a un domaine effectivement, il y a un phénomène de générosité de classe et aussi de générosité de proximité, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, on donne pour des causes qui nous touchent et dont on a le sentiment qu'elles pourraient vraiment nous toucher directement ou qui touchent nos proches. C'est un point qui nous paraît extrêmement important.
Et puis, naturellement, est-ce que ça va changer avec la crise du coronavirus? Peut-être. On voit que là, ça a déjà évolué. Plus 8 points entre la deuxième et la quatrième de confinement sur, je donne à la recherche médicale. On voit que les choses peuvent aller quand même très vite. Alors, naturellement, la lutte contre la pauvreté reste quand même juste en deuxième position, mais on voit quand même que les choses évoluent. D'ailleurs, ça évolue aussi sur la protection de l'environnement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de discours sur cette idée que finalement, la crise du coronavirus était aussi une forme de crise de l'environnement. Donc, on a quand même aussi une évolution de ce point de vue-là. Et puis, il y a quand même... Xavier, je vais peut-être juste faire un commentaire là-dessus. Là, c'est des données, sur le slide précédent, c'est des données qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est issu d'un sondage Isoscale qui a été réalisé pendant les 2 premières semaines de confinement et avec des éléments importants. Par rapport à ce que tu disais, c'est pas l'appellation peut être trompeuse, mais le fait qu'on ait la protection des animaux en 3e position, avant la protection de l'enfance, c'est la protection strictement des animaux, et on peut peut-être même penser des animaux domestiques. C'est la protection de l'environnement, en fin de compte, de mémoire, se retrouve dans ce sondage en 7e position. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur des motivations de dons très probablement liées au choc, panique généré par le confinement et la propagation du Covid. Sachant que sur ce point, effectivement, tu as raison, le souligner, de préciser, sur ce point du confinement, en plus, ce qui est assez intéressant, nous, on mène encore d'ailleurs une étude de fond là-dessus. Donc, on a une communauté en ligne de 150 Français qui parlent avec nous depuis le 24 mars. Donc, on est vraiment, là, ils sont encore en train de parler avec nous et on continue à injecter des thèmes de discussion sur la plateforme. Il y a un point qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que les choses évoluent à toute vitesse, en fait, mais dans un sens et dans l'autre. Donc, en réalité, les gens sont très à fleur de peau en ce moment. Donc, il y a des évolutions d'opinion qu'on constate, nous, dans ce qu'ils nous racontent, qui sont plus rapides que d'habitude. Exemple typique, en début de confinement, ils étaient très stressés et très peu confiants dans leurs concitoyens. Donc, il y a quand même vraiment des tensions. Nous, on avait appelé ça une fracture possible du confinement, avec cette idée qu'ils étaient très remontés contre ceux dont ils avaient le sentiment, parce qu'ils les voyaient à la télévision ou parce qu'ils les voyaient quelquefois faire leurs courses, qui ne respectaient pas bien le confinement. Et ça s'est calmé en 2 semaines, tout d'un coup, il n'y avait plus du tout de problème. Donc les gens, finalement, avaient complètement changé leur fusil d'épaule. Et puis là, avec le déconfinement, on voit que ça c'est revenu la semaine dernière. Mais peut-être que la semaine prochaine, quand on finira notre terrain, les choses se seront aplanies et les gens seront à nouveau dans une position beaucoup plus apaisée. Donc, effectivement, les choses évoluent très vite. Même qu'on a vu qu'il y avait un imaginaire du déconfinement il y a 3 semaines qui était très positif. Et il y a 1 semaine qui était beaucoup moins positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens... Voilà. Donc, effectivement, les choses évoluent très, très rapidement. Juste pour finir là-dessus, sur ce background, on va dire, sur les classes moyennes et leurs revenus par rapport aux dons et à la générosité, il y a quand même une question qui se pose, c'est que la générosité, naturellement, qu'elle est un peu grippée avec les difficultés de pouvoir d'achat. Donc voilà, il y a quand même eu moins de dons en 2019 de mémoire qu'en 2018. Et puis, on voit quand même qu'il y a moins de dons en même temps, alors qu'il y a plus de dons pour un proche en difficulté. Donc ça revient bien à ce qu'on se... Pardon, il y a moins de dons pour ce proche en difficulté, parce qu'il y a moins de dons, on va dire, globalement. Mais il y a beaucoup de dons pour des proches en difficulté quand même. Donc on voit bien quand même qu'il y a un vrai sujet là. C'est un sujet qui est difficile en fait quand même pour les gens, parce qu'ils voudraient, mais ils ne peuvent pas forcément. Et on peut se demander si ce que nous on a appelé l'impasse générationnelle, ce choix impossible entre me préparer mon avenir et puis aider mes proches, c'est pas quelque chose qui est vraiment aujourd'hui en train de s'objectiver dans les chiffres. Dernier point, et j'en arrête là parce que je ne vais pas prendre trop de temps, naturellement, par rapport à ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, bon, on peut quand même être pessimiste parce que on sait très bien qu'il va y avoir une crise économique majeure, qui a déjà commencé d'ailleurs. Nous, sur notre plateforme, là, en ce moment, il y a déjà des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas vu leur boulot, donc c'est très, très concret pour eux. D'autres qui nous disent qu'ils sont en chômage partiel, très, très, très mal payé, du coup, et qu'ils ont peur que ça se termine en chômage définitif. Donc,
Donc déjà, les gens sont en train vraiment de réfléchir. Il n'y a pas très longtemps, Eric Heyer de l'OFCE, l'économiste, disait qu'il y avait 55 milliards d'euros d'épargne qui avait été fait pendant le confinement, que donc l'enjeu, c'était de débloquer cette épargne de précaution que les gens avaient de côté, mais que ça n'allait pas du tout être évident, parce qu'en fait, ils ont très très peur de la crise, donc naturellement, il va y avoir un retentissement sur les dons. Nous, juste pour finir, sur notre plateforme, on a une citoyenne qui nous a dit qu'elle avait 55 ans, par exemple, que là, elle allait être au chômage, pas partiel, mais définitif, et qu'à 55 ans, l'expression est très dure, mais je la livre parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, qu'à 55 ans, elle avait peur que ce soit le commencement de la misère. Ouais, c'est ça. C'est des mots très forts, peut-être excessifs, mais ils disent quand même le stress dans lequel les Français des classes moyennes vont être dans les années qui viennent. On avait un peu discuté en amont de tout ça et justement des mesures que Free Thinking a menées pendant le confinement et un peu aussi des perceptions de la crise post-Covid. Tu évoquais une nouvelle tendance que, de mémoire, tu appelais l'inégalité ou les inégalités horizontales. Oui, ça c'est un vrai sujet, tu as raison de l'évoquer. C'est un vrai sujet sans doute devant nous. Alors, on sait que nous, on voit depuis 2009, on sait que quand on interroge les classes moyennes, par exemple, sur le modèle social, elles peuvent être très dures sur la thématique de l'assistanat. On va dire que les classes moyennes en France sont habituées depuis très longtemps à regarder vers le haut, donc sur les inégalités vers le haut, en se disant qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, voire qui gagnent énormément d'argent de façon indue, et nous, on paye énormément d'impôts, ou en tout cas trop de charges, et on a des revenus qui ne sont pas extraordinaires, donc finalement, on est très contraint. Mais il regarde aussi vers le bas, en disant, bah oui, mais il y a aussi des gens qui ne travaillent pas du tout et qui ont des aides sociales importantes. Donc c'est une réalité sociale en France qu'il faut avoir en tête. Les gens ont ça en tête. Le côté que les classes moyennes se définissent très souvent comme trop pauvres pour avoir une vie, pour avoir un niveau de vie vraiment intéressant, mais trop riches en même temps pour avoir des aides. Là, ce qu'on peut voir émerger, ça n'a pas encore émergé, mais on peut le voir émerger, c'est un vrai risque, et sans doute que les pouvoirs publics doivent avoir ça en tête, et aussi les entreprises, c'est, on va dire, la thématique d'inégalité horizontale, c'est d'inégalité au sein de la classe moyenne. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit sur la plateforme depuis le 24 mars? On voit que pour un même niveau de revenu, donc autour du salaire médian, autour du salaire moyen, autour de 2200, 2300 euros, 2400 euros, il y a des gens qui sont en fait abrités, il y a des gens qui sont moins abrités, il y a des gens qui sont très exposés. Donc les gens abrités, très clairement, et ça, c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est un peu un point aveugle par rapport à ce qu'on a dans les médias. Aujourd'hui, très concrètement, si vous êtes fonctionnaire territorial de catégorie B, par exemple, vous êtes abrité. Vous pouvez être en télétravail ou vous pouvez avoir beaucoup moins de travail depuis 2 mois et vous touchez l'intégralité de votre traitement de fonctionnaire. Votre retraite continue, vous continuez à cotiser, tout ça court. Et vous n'avez aucune espèce d'inquiétude, évidemment, pour la fin du confinement quand il faut retourner au travail. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous êtes un peu inquiet. Vous pouvez être au chômage partiel à 50, à 70%, à 80%. Votre salaire est compensé par l'État de toute manière, mais vous pouvez être un peu inquiet pour la suite. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il n'y aura pas des réductions d'effectifs dans les mois qui viennent? Mais enfin, vous continuez à consommer et on sent bien que, voilà, si vous êtes salarié dans une petite entreprise ou une très petite entreprise, vous pouvez être au chômage partiel de façon beaucoup plus dure, même si il est compensé par l'État. Vous pouvez être très inquiet pour les mois qui viennent, beaucoup nous le disent, voire vous pouvez déjà avoir perdu votre travail. Certains nous disent aussi, je citais cette femme qui parle du commencement de la misère. Donc, au sein de la classe moyenne, pour le même niveau de revenus aujourd'hui, il y a quand même des situations demain qui peuvent être très très différentes. Il y a des gens qui vont continuer sur leur lancée, il y a des gens pour qui la thématique de la pauvreté risque de devenir, en tout cas la précarité elle est déjà là, et la pauvreté risque de devenir un vrai sujet dans les mois qui viennent. Ça c'est clair. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Mais c'est un peu... Désolé, je sais. C'est un peu l'objet. Je vais juste reprendre les quelques questions qui ont été posées
sur Livestorm en parallèle de son intervention, qui sont parfois des demandes de précision. Prisca nous demande quelle est la tranche d'âge d'un jeune, entre guillemets. C'est bien moins de 30 ans ou c'est un peu plus jeune? C'est 18-34 ans pour nous. Ouais. 18-34 ans, avec vraiment, on fait souvent un focus sur les 25-34. D'accord. Que les 25-34, on a vraiment les jeunes actifs. Très bien. Ok, merci pour ça. D'autres questions demandaient si les chiffres que tu as évoqués, c'était les dons des classes moyennes ou de toute la population. On est bien toute la population. Toute la population, mais naturellement, comme les classes moyennes représentent environ 60%, on se doute bien que voilà, elles sont elles sont représentées là-dedans, même si ce ne sont pas les classes moyennes qui vont peut-être donner le plus en valeur absolue. Et puis après, il y a quelques chiffres qui sont quand même vraiment sur des niveaux de revenus, hein, comme vous l'avez vu, notamment sur le niveau de don en dessous de 1 500 €, entre 1 500 € et 2 300 € et au-dessus. D'accord. Alexandre nous demande quel pourrait être l'impact sur l'évolution des dons en valeur en raison de la pandémie du Covid et de l'anticipation négative de l'évolution du pouvoir d'achat de cette classe moyenne. On n'a définitivement pas de réponse aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ça va être clairement à surveiller et ça va sans doute aussi être à, je ne vais pas dire maîtriser, mais à être incentivé par des nouvelles pistes dont on va parler peut-être tout à l'heure. Et enfin, la dernière question, c'est Claudie qui l'a posée, je crois. C'était est-ce que ça concerne exclusivement, les chiffres qu'on a vus concernent exclusivement les dons en numéraire ou d'autres types de dons? Clairement, les dons en numéraire qui sont concernés. Et par contre, dans les autres types d'actions et de dons en nature, en temps, etc., ce n'est pas du tout valorisé dans les chiffres qu'on a vus. Néanmoins, effectivement, c'est intéressant de le noter, il y a pas mal de citoyens et de citoyennes qui donnent autrement qu'en numéraire. Et ça croise en partie un phénomène dont Olivier, tu vas nous parler, si tu veux bien, qui sont l'essor ou le boost complet des fameux consommateurs qui se sentent un peu plus responsables et quelque part un peu solidaires. Olivier, on te passe la parole. Merci Xavier, merci Hervé de me donner la parole. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à ce webinaire à des thèmes. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je voulais, avant de démarrer, dire que dans ce qui a été présenté par Xavier à l'instant, notamment le schéma qui parlait des nouvelles formes de consommation, il y avait en bas à gauche de son schéma des choses qui étaient sur de la débrouille. Et je voulais juste dire je le raffiche rapidement pour que tout le monde l'ait en tête. Pouvait être aussi décodé avec un autre œil. C'est-à-dire que, bien évidemment, les contraintes financières peuvent amener à ça, mais tout ce qui est du champ de l'alter-consommation va aussi dans ce sens. Voilà. Donc, je vais essayer de vous apporter un éclairage sur le consommateur et sur l'entreprise responsable avec un regard opportunité aussi et vers à moitié plein, même si évidemment la toile de fond qui a été posée est très importante. Alors, je voulais démarrer par deux choses qui sont des repères que peut-être certains d'entre vous connaissent. La première chose qui était à gauche, c'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. On avait il y a longtemps les objectifs du millénaire qui avaient défini tout un tas de défis qu'on devait relever au niveau international. Et en 2000, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout tenu l'objectif. Et donc, il y a ce nouvel horizon à 2030 qui a été fixé. Et vous avez à l'écran des petits pictos qui représentent 16 grands sujets sur lesquels on aimerait sortir de l'impasse. Et puis, le 17e sujet, c'est celui de la capacité des acteurs à travailler ensemble pour résoudre tout ça. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, ces ODD sont interconnectés. Il n'y a pas des sujets séparés les uns des autres. Et donc, il faut atteindre chacune des cibles, mais on voit bien qu'il ne faut pas en abandonner une pour que tout avance dans la bonne direction. Donc ça, c'est un peu la toile de fond, finalement, des grands mots sur lesquels l'ensemble des acteurs, les entreprises, les gouvernements, les institutions internationales et évidemment les ONG et les associations doivent travailler d'ici 2030. À droite du schéma, je vous ai repris un extrait d'une conférence TEDx d'un monsieur qui était un porte-parole du WWF, très intéressant, qui date d'il y a 10 ans.
Et il disait la chose suivante que je trouve très intéressante. Il disait, on a pas mal travaillé au niveau associatif et avec le commerce équitable, par exemple, sur le bas du schéma, c'est-à-dire les petits producteurs qu'on a essayé d'organiser entre eux, etc. On s'est interrogé sur le haut du schéma, mais on se rend compte que le consommateur, c'est compliqué à gérer. Et donc, à l'époque, ce que disait le WWF, c'est qu'il fallait se concentrer sur les 300 à 500 entreprises privées qui, si on arrivait à les engager dans une politique de responsabilité, allaient changer le monde. Sauf que c'était il y a 10 ans et que 10 ans après, le monde n'a pas changé de manière révolutionnaire, on l'a bien vu tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur les entreprises dans un instant, mais ce que je voulais d'abord traiter, c'est à l'invitation d'Hervé, parler du consommateur. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que justement, dans le haut de ce tablier, vous avez quelque chose qui est en train de bouger de manière forte. Donc, si on va au slide suivant, c'est toi qui as la main, Hervé, hein? Ok. Donc, vous avez le consommateur responsable, l'alter-consommateur que j'ai illustré par un chiffre français à gauche de cette diapositive. Donc, vous voyez qu'on est quand même largement passé au-dessus de la barre des 50% des personnes qui veulent consommer de manière plus responsable. Et ce qui est intéressant, en rebond à ce qu'a dit Xavier, c'est que on le voit dans tous les circuits et aussi dans les différentes tranches de revenus. C'est-à-dire que, par exemple, les produits équitables, bio, qui étaient vraiment, il y a quelques années, réservés à une élite financière, se sont vraiment démocratisés. Mais ce que je voulais pointer là aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Il y a chez ces consommateurs citoyens quelque chose qui est en train de se passer et qui est de l'ordre de, en fait, le changement passera par nous. Donc là, vous avez un chiffre d'une étude européenne qui est issue de l'Observatoire CTLM qui montre que, ben ça y est, les gens interrogés pensent que ce qui fera la différence pour passer à une consommation durable, c'est le fait que ce soit les consommateurs qui l'exigent, qui l'imposent, et que ce ne soit pas ni des taxes pour ceux qui font mal, ni des lois qui imposeraient ça à tout le monde. Donc c'est vraiment une réappropriation du pouvoir individuel et collectif du consommateur, et donc on parle de consommateurs activistes, ce qui est très intéressant parce que moi je travaille chez Des Anges et des Hommes depuis 15 ans. Le mot d'activiste, on l'utilisait que dans le domaine financier. On parlait d'activisme actionnarial. C'est des gens qui prenaient des parts de sociétés pour assister aux assemblées d'actionnaires et pour poser des questions, influencer les décisions, etc. Donc là, il y a vraiment cette notion, et si on enchaîne, cette volonté de vraiment agir en tant que citoyen consommateur, eh bien, elle est en train d'évoluer. J'ai pointé deux personas, deux profils différents. Celui du haut, il est vraiment intéressant. C'est des gens qui en sont aujourd'hui à se dire qu'ils essaient d'être responsables dans toutes les facettes de leur vie. Donc, c'est pas juste ils vont aller acheter à la Biocop, c'est qu'ils vont prendre un Vélib, ils vont faire attention à leur consommation de loisirs, à leur transport pour leurs vacances, etc. Et donc, on appelle ça le responsible lifestyle. C'est pas de manière isolée, c'est dans tout ce que je fais, j'essaye d'être cohérent. Et donc, même si ça représente que 21% des personnes interrogées, je trouve que c'est une tranche significative, bien plus que les 6% tout en bas qui s'en foutent et qui ne tiennent pas compte de tout ça. Donc, on a quand même dans ce 1/5 de la population européenne une tranche de citoyens consommateurs qu'on peut aller chercher et qui en sont déjà là. Et puis, vous voyez que la majorité, les 51%, ont encore besoin d'un coup de pouce parce que c'est un objectif pour eux, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Parfois, ils n'ont pas les clés. Ils ne savent pas quel produit choisir par rapport à un autre. Et donc, voilà, c'est encore quelque chose qui est au-delà de la capacité financière ou de la volonté et un sujet de pédagogie, de repère pour être capable de faire le bon choix. Donc là, si je suis une association, si je suis une entreprise, si je suis une marque, il y a ce coup de pouce. C'est comment est-ce que j'aide les gens à prendre la bonne décision qu'il faut essayer de prendre à bras le corps. Hervé ? Oui.
Alors, là où c'est intéressant, c'est que quand c'est bien fait, ça résonne. Xavier disait tout à l'heure, les gens sont touchés dans leur entourage parce qu'ils ont un parent, un collègue. Je pense que c'est vrai. Je pense que là, les Français, mais plus globalement les consommateurs des différents pays, se rendent compte de manière beaucoup plus évidente aujourd'hui qu'il y a encore 2 mois de l'impact direct de leurs achats. Et donc, le lien avec l'agriculteur local, la relocalisation, l'impact sur les bassins d'emploi, c'est vraiment quelque chose qui fait mouche et qu'on voit fonctionner pour les entreprises et les marques qui ont compris ça, qui l'ont vraiment intégré à leur modèle économique et qui en parlent de manière authentique à leurs clients. Vous avez sur les sujets environnementaux, parfois c'est un peu compliqué d'avoir des repères, mais la biodiversité, on a à peu près compris que les pesticides et les engrais c'était mauvais, et donc une enseigne qui me propose des choses là-dedans, j'arrive à comprendre et j'arrive à en faire un choix, et donc ça fonctionne pour des enseignes comme Botanique qui est très engagée par exemple. Et puis vous avez un dernier sujet qui a émergé dans les 6-7 dernières années qui est le bien-être animal, qui là aussi devient une attente forte des consommateurs qui font des cheveux blancs aux gens qui sont dans le monde de l'agroalimentaire, mais aussi du textile ou des cosmétiques, parce que le consommateur exige ça et que donc les équipes marketing, les équipes R&D, les processus industriels essayent de s'adapter à cette demande. Donc c'est intéressant de se dire que ce consommateur citoyen, il est en train de prendre son plein pouvoir en main. Et en tout cas, ça fonctionne sur les sujets que j'ai évoqués, dès lors qu'ils sont bien délimités et pas trop complexes à comprendre techniquement. Ensuite, il y a aussi d'autres voies, et c'est là où peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que dans cette prise de pouvoir du consommateur citoyen, mais qui est aussi le consommateur citoyen donateur, il y a une tendance très intéressante. Si je veux aider quelqu'un à monter un projet, à créer une start-up, si je crois au fait que son projet va changer les choses, eh ben, je vais l'aider directement. Je ne vais pas passer par un banquier. Et le crowdfunding fonctionne très bien avec ce modèle-là. Un autre exemple, vous avez l'émergence des clean-up day. Alors, c'est anecdotique, mais c'est très intéressant. Moi, Olivier, demain, je vais aller sur Facebook et je vais proposer à tous les gens de mon quartier d'aller faire un clean-up day dans le parc qui est à côté de ma résidence ou sur la plage de la ville où j'habite. Et je vais avoir des centaines de gens des milliers de gens qui vont se joindre à moi. Donc finalement, la nécessité d'avoir un intermédiaire, entreprise, marque ou associatif pour fédérer les gens est moins présent. Et donc, c'est intéressant aussi de comprendre ça, cette capacité d'action à l'horizontale des individus. Si on continue, alors, donc ça c'était le premier sujet, c'est l'éco-consommateur. En fait, l'éco-consommateur, il est vraiment là en ce moment en train d'agir, et je pense que c'est très bénéfique, et il faut voir comment est-ce qu'on peut s'adapter et capter ces nouvelles énergies positives et efficaces. Le deuxième sujet, c'est un sujet sur la RSE, puisque Hervé, tu m'avais aussi demandé de vous apporter un éclairage là-dessus. Alors, je pense qu'il est très important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas dans le monde de l'entreprise, de comprendre ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ou même un peu plus. En fait, il y a très longtemps, l'entreprise responsable, c'était l'entreprise citoyenne. Et si je simplifie un tout petit peu le trait, l'entreprise citoyenne, c'était une entreprise qui faisait son métier, qui gagnait de l'argent et qui utilisait une partie des ressources pour aller aider d'autres acteurs à faire du bien à la société. Et dans le pire des cas, on finançait des acteurs qui mettaient un pansement sur le mal qu'on avait nous-mêmes causé. Donc, toute la mouvance de la RSE a été de dire aux entreprises, évidemment, soutenir d'autres acteurs que vous, le mécénat, le sponsoring, etc., c'est bien, mais ça n'est pas ce sur quoi on vous attend en priorité. Et donc, quand je dis il y a eu un pas de côté où on s'est éloigné du caritatif pour peut-être aujourd'hui y revenir de manière innovante, c'est aussi parce que on a eu besoin de dire aux entreprises, on vous attend d'abord sur les produits que vous mettez sur le marché, on vous attend d'abord sur votre chaîne de valeur et sur les gens qui travaillent chez vos fournisseurs, dans vos usines, etc., avant que vous puissiez valoriser le fait que vous souteniez des causes à l'extérieur.
Ça, c'était, on peut dire que pratiquement cette période, on l'a bouclée aujourd'hui. C'était celle de l'entreprise responsable avec une notion un peu défensive. On dit parfois sur l'environnement, on rembourse sa dette écologique. C'est juste de compenser ce qu'on fait de mal. En passant par d'autres acteurs au début et en travaillant en interne dans l'entreprise depuis la RSE. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle approche qui est en train d'émerger depuis quelques années, c'est la notion d'entreprise contributive. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement que tu fasses rien de mal, c'est que tu aies une vraie contribution à la société. Et en faisant ça, ça pousse l'entreprise à essayer d'apporter des solutions qui parfois étaient gérées par d'autres acteurs. Et donc, le piège dans lequel les entreprises auraient pu tomber, ce serait de ne plus être des entreprises et d'avoir un objectif qui n'était pas le leur. Donc, si on enchaîne, ce qui est très important, c'est qu'en complément de ce… Ah oui, est-ce que tu peux aller, Hervé, excuse-moi, sur le slide 31 ? Je vais revenir sur celui-là après. Certainement, mon cher. Non, pardon, encore après. Voilà. D'accord. Excuse-moi. Ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que finalement, dans l'entreprise contributive, si on se souvient des objectifs de développement durable qu'on avait tout à l'heure, la question c'est comment est-ce que je peux aider le monde à aller mieux en m'appuyant sur mes savoir-faire. Je suis une entreprise, j'ai un métier, qu'est-ce que je sais faire? Et donc, ce n'est pas tant les moyens que tu as mis en œuvre qui sont importants que l'impact que tu vas avoir. Et ça, c'est très intéressant parce que les entreprises privées n'avaient pas cette notion en tête. Or, les ONG et les associations avaient cette notion. Ce n'est pas tant les moyens qu'on a développés que le fait qu'on ait servi la cause pour laquelle on existe et qu'on ait eu un résultat sur le terrain. Donc, cette notion d'impact, elle est en train d'être reprise par les entreprises. Mais pour avoir un impact en ne devenant pas autre chose qu'une entreprise, il faut s'interroger sur les sujets sur lesquels on est pertinent. Et donc, l'autre notion qui a un très court historique, c'est la notion de la raison d'être. Si je m'interroge en tant qu'entreprise sur ma raison d'être, je vais être capable d'identifier les sujets sur lesquels je peux apporter une contribution effective en restant moi-même, en étant singulière. Et donc, c'est là où il y a en ce moment des vraies réflexions, des vrais travaux qui sont faits par les entreprises. Et si on est dans le monde caritatif et associatif, ce qui est intéressant, c'est que via le dialogue parties prenantes, comme l'appellent les entreprises, dans ce dialogue avec les parties prenantes, on peut se mettre autour de la table que j'ai illustrée à droite du schéma, en se disant, finalement, pourquoi est-ce que moi, je devrais, en tant qu'entreprise, essayer d'inventer des savoir-faire qu'un autre acteur peut m'apporter? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas mieux collaborer, monter des partenariats avec l'acteur public local ou national, plutôt que d'essayer de réinventer des choses qu'ils font mieux que moi? Et donc, ça positionne l'ensemble des acteurs autour d'une table dans laquelle on a ces objectifs de développement durable qui sont nos défis communs à relever et dans lequel on doit inventer des nouvelles manières de fonctionner. Donc, si on revient au slide 30, Hervé, s'il te plaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre fin aux silos. La World Company qui gagne de l'argent et qui a des impacts négatifs, et puis l'association qui sauve le monde, c'est un peu derrière nous. Il faut inventer des choses qui sont plus imbriquées, plus collaboratives là-dedans. Et donc, j'illustre par l'arrondi solidaire et le mécénat de compétences. C'est quoi l'arrondi solidaire? C'est de dire que je suis à la fois consommateur et citoyen. Quand je vais faire mes courses, je peux aider une association au même moment que celui où je fais mon acte d'achat. Le mécénat de compétences, c'est je suis à la fois salarié et donateur. Parce que en même temps que je suis salarié, je donne aussi de mon temps et de mes compétences pour aller aider un projet associatif qui a été choisi par mon entreprise. Donc, en fait, si on est capable de bien repérer les expertises, de repérer les complémentarités et de créer des nouvelles formes de collaboration, un peu comme le nœud très coloré là que je vous ai mis au centre, on va être capable d'être plus efficace et d'être dans sa raison d'être. Donc, moi, l'invitation vraiment, c'est de dire qu'on est vraiment au début de ce dialogue entre les parties prenantes pour inventer de nouvelles manières de faire. Moi, ce que je pense, c'est que le citoyen, consommateur, donateur, c'est une seule et même personne. Et le fait de vouloir le mettre dans des cases hermétiques, c'est là l'erreur.
Et on parlait tout à l'heure de, si tu veux passer au slide 31, s'il te plaît. Voilà un exemple, mais il y en a plein. Ce qui était intéressant quand Ikea, par exemple, il y a quelques années, avait été face à un défi sur le travail des enfants dans sa filière de production de tapis en Inde, c'est que Ikea s'est pas dit je vais m'improviser expert de comment est-ce qu'on aide les familles à gérer ce travail des enfants. Ils ont cherché une association qui allait leur apporter une expertise qu'ils n'avaient pas, et ils ont mis un plan à long terme en place pour travailler là-dessus. Donc, c'est un bon exemple de synergie où chacun reconnaît une expertise à l'autre et le partenariat est efficace. Alors que, même s'il ne faut pas caricaturer ou simplifier, le partenariat qui avait été fait avec Lafarge et WWF était plutôt un travail sur la réparation de l'impact de Lafarge, qui pour moi est une forme de partenariat utile, mais moins innovante que l'exemple que je citais à gauche. Et donc, si on passe au slide 33, oui, pour répondre à la question qui m'avait été posée, moi je pense qu'on est vraiment dans une période très intéressante, dans laquelle on va inventer des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, moi, je suis plutôt côté entreprise et marque, même si chez Des Enjeux et des Hommes, on accompagne aussi des associations et des ONG sur leur propre démarche de responsabilité. Donc, j'ai envie de dire, dans la réponse à la question, premièrement, est-ce que c'est les États et les pouvoirs publics? Je pense que tout le monde a compris que c'était nécessaire, mais pas suffisant. On a tous admis ça. Est-ce que les entreprises, un peu comme dans mon premier slide avec le sablier, feront la différence? Non. On sait que ça ne suffit pas et que ça ne marche pas. On a essayé il faut les engager, bien sûr, et la RSE est pertinente et utile, mais ça ne suffit pas. Là, aujourd'hui, on a la capacité d'aller gérer ces communautés de citoyens, consommateurs, donateurs. Et je pense que ce que nous devons être capables de mettre en place, c'est, en tant que marque, de comprendre les sujets sur lesquels on peut agir et la manière dont on pourrait aller faire des propositions de valeur à ces citoyens, consommateurs, donateurs. Et je pense que les associations et ONG ont elles aussi de nouvelles formes d'engagement à proposer, dans lequel je ne suis pas qu'un donateur financier, c'est ce que Claudie disait tout à l'heure dans le chat, c'est je vais peut-être m'impliquer dans un projet, y donner de mon temps, et parce que je suis impliqué de manière plus, j'allais dire, physique, je vais aussi soutenir le projet financièrement. Je pense qu'on est dans quelque chose qui est plus engageant que ce que avait envie de vivre la génération historique qui a soutenu le secteur caritatif. Voilà en tout cas les quelques réflexions que je pouvais partager avec vous. Je rebranche mon micro. Merci beaucoup, Olivier. Il y a eu pas mal de questions pendant ton intervention. J'ai essayé de les sélectionner. Première question d'Alexandre, et j'imagine que ça s'applique clairement aux entreprises RSE ou aux entreprises globales. C'est obligation de résultat versus obligation de moyens. Ça t'inspire quoi? En fait, il n'y a pas vraiment d'obligation de résultat par rapport à l'obligation de moyens, sauf qu'il y a des lois nouvelles, notamment la loi sur le devoir de vigilance est extrêmement intéressante. Parce que c'est quoi la loi sur le devoir de vigilance? Sans faire trop long, c'est 10 ans de rapport RSE dans lequel les entreprises expliquaient les moyens qu'elles mettaient en place pour faire attention aux droits humains, etc. Et le fait que le Rana Plaza est venu jeter à la figure les étiquettes de ces mêmes entreprises. Voilà. Et donc, on s'est interrogé sur l'efficacité. Et donc, le mot d'impact est vraiment un mot très important en ce moment au niveau des entreprises. Donc, elles doivent rendre des comptes sur les résultats. Elles apprennent à mesurer leurs impacts, mais elles ne savent pas le faire. Et donc, c'est là où les ONG et les associations ont un vrai savoir-faire à leur apporter. Et elles sont attendues par leurs parties prenantes, et notamment la société civile, sur les vrais résultats. Mais c'est par cette interaction avec les parties prenantes qu'on pointe leurs responsabilités en termes de résultats. Ok, merci beaucoup. Il y a pas mal de questions qui finalement se recoupent un petit peu. D'une part, sur l'évolution possible du modèle et l'implication des associations dans et avec l'écosystème RSE réciproquement. Il y a d'une part la question du don.
et là, pour le coup, une question qui peut être intéressante, et Sylvie, vous êtes tout à fait invitée à y répondre, est-ce qu'on ne risque pas de changer complètement de paradigme en passant de donner, enfin de pousser à donner, ou plus, à passer à agir en s'appuyant sur le pouvoir d'action des consommateurs et grosso modo, ça amène une nouvelle question. Est-ce que l'univers caritatif est prêt à embrasser ces évolutions? La première question, enfin la première série de questions. La deuxième, c'est on n'a pas du tout parlé, et là peut-être qu'Olivier ou Xavier, d'ailleurs vous avez des réponses là-dessus, on n'a pas du tout parlé du collaborateur de l'entreprise comme acteur et acteur motivé et demandeur de ce genre d'évolution. On peut peut-être répondre à ça d'ailleurs directement. Oui. Alors, je vais peut-être pas m'attarder sur la première question, enfin j'y répondrai très, très courtement, peut-être en disant que moi je pense que ça n'est pas concurrent, c'est complémentaire et que, encore une fois, ce qu'un consommateur peut faire ne doit pas remplacer ce que les associations et ONG vont faire. Est-ce que ça déplace potentiellement leur champ de création de valeur un petit peu? Peut-être. C'est comme quand on a créé le microcrédit et puis qu'au bout d'un moment, les vrais banquiers ont fait du microcrédit. Ben, les acteurs du microcrédit sont allés encore plus à la source de la pauvreté pour aider des gens qui en avaient vraiment besoin. Donc, à la limite, tant mieux. Tant mieux si parfois il y a ces évolutions. Donc, je pense que les associations doivent trouver doivent accueillir cette envie d'implication. Mais que je ne pense pas que l'action collective des consommateurs remplacera ce besoin. Et puis, par rapport à ce que tu disais, je pense que là où il y a aussi quelque chose de très intéressant dans la raison d'être ou dans ce qu'on appelle la matérialité chez les entreprises, c'est-à-dire les sujets prioritaires en matière de RSE, c'est que si je suis une association, le salarié d'une entreprise peut être une porte d'entrée pour me donner accès à des ressources et à du soutien, mais ça impose que j'ai compris quels étaient les enjeux prioritaires sur lesquels l'entreprise va avoir envie d'agir. Et donc, ça demande un travail d'étude de la cible, parfois pas forcément habituel chez les ONG qui sont très centrés sur leur cause. Là, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre les nouvelles motivations et les nouvelles clés d'entrée des entreprises partenaires qu'on pourrait aller chercher. Et évidemment, les salariés sont une clé d'entrée utile quand on peut passer par eux. D'accord. Écoute, merci Olivier. Le temps court énormément. S'il n'y a pas d'autres questions, mais on pourra revenir éventuellement en fin de webinaire à d'autres questions relatives à la RSE. Je propose de passer maintenant la parole à Sylvie qui va nous apporter son œil d'experte en collecte de dons et en fundraising et qui va nous parler un petit peu de la manière dont, au sein de Planète Enfance et Développement, elle essaye de casser un peu les codes. Sylvie, à vous. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Hervé nous a posé en amont un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre en toute humilité. La première d'entre elles concernait la stagnation du nombre de donateurs sur les dernières années. Alors, déjà, un petit point qui a été développé précédemment, mais sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'effectivement, le nombre de donateurs a diminué depuis 2013, mais jusqu'en 2018, le montant des dons continuait d'augmenter. Ça, c'est important. Et que 2018 marque vraiment un coup d'arrêt avec une chute des dons. Bon, j'y reviendrai un peu après. Mais la question principale que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce que la collecte stagne et voire diminue? Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance? Finalement, est-ce qu'on ne se traîne pas depuis 25 ans le scandale de Jacques Rosemary, par exemple? Alors, on voit que pour ceux qui ont confiance, c'est-à-dire 55% des Français, cette confiance, elle stagne, elle est toujours là. Mais ça signifie aussi qu'on a près de la moitié de la population française qui déclare encore ne pas avoir confiance dans le travail que peuvent faire les associations. Et alors, quand on demande aux Français qu'est-ce qu'ils pourraient faire que vous ne donniez pas, le manque de confiance est la première réponse, à 62%, avant même le fait de manquer d'argent. Donc ça me paraît être quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Et quand on leur demande et pourquoi vous manqueriez de confiance, c'est en un, il y a toujours un doute sur la destination des dons à 33%, des doutes sur les arnaques et détournements éventuels et le manque de transparence. Donc la question de confiance, elle est vraiment toujours là et ça veut dire qu'il faut gagner la confiance des non-donateurs. Pourquoi la collecte stagne? Je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé, cette histoire de crise économique auquel font face la classe moyenne et notamment sur la dernière année, depuis 2018, on fait face quand même à une grande instabilité fiscale et socio-économique et le donateur déteste l'instabilité. Donc, je ne reviendrai pas sur la transformation de l'ISF en IFI, l'augmentation de la CSG, la mise en place du prélèvement à la source et évidemment la crise des gilets jaunes. Donc ça, on en a déjà parlé. Un autre point qu'on n'a pas encore abordé et qui, moi, me semble assez intéressant, qu'on peut aussi relier à la question de la confiance, c'est est-ce que finalement les Français ont une véritable visibilité sur le rôle des associations en France? Alors, on sait qu'un Français sur deux considère que les associations compensent un certain nombre de failles de l'action publique. Mais est-ce que tous les Français ont en tête que le paysage associatif, c'est 113 millions d'euros en 2018, que c'est plus de 1,8 million de salariés, et que du coup, les associations sont un véritable relais de l'État, en fait. L'État délègue un certain nombre de ses missions sociales aux associations qui sont créatrices de liens sociaux et d'innovation. Et je pense que si on était dans une perspective où la part des non-donateurs, les gens qui ne font pas encore confiance, changeaient l'angle de vue en se disant tiens, c'est pas encore la 20e association pour laquelle je reçois un mailing dans ma boîte aux lettres cette semaine et qui me demande de l'argent, mais en fait, c'est une association qui est en train de remplir, que je confie à l'État en payant mes impôts, mais que l'État n'est pas complètement en mesure d'assurer. Et donc, que moi, en faisant un don à une association, je crois que j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends de mon côté, je t'entends très bien. D'accord, parce que j'ai l'écran qui n'arrête pas de me dire problème de connexion. Donc, je pensais que j'avais été coupée. Donc, je pense qu'il y a un angle de vue à faire un peu tourner chez certains Français pour qu'on les transforme, pour qu'on transforme ces non-donateurs en donateurs. Donc, il y a un travail de pédagogie, en fait, je pense, à faire chez les associations et les fondations. Alors, la question que m'a posée également Hervé, c'est du coup, est-ce que pour interpeller les donateurs et les non-donateurs, est-ce qu'il faut un peu les secouer? Oui, clairement. Alors, bon, clairement, on est tous abreuvés d'informations à longueur de temps. Donc, pour une ONG comme Planète Enfants et Développement, qui est une ONG de taille moyenne, comment faire pour émerger parmi les grosses ONG alors qu'on n'a pas de notoriété? C'est une vraie question. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de secouer le donateur, mais de l'interpeller pour capter son attention et ensuite avoir l'opportunité de lui montrer les enjeux de nos sociétés et nous, les solutions qu'on propose. Donc, effectivement, en 2018, on a mis en place une campagne de communication avec l'agence Brainsonic. Donc, en fait, l'agence Brainsonic nous a offert cette campagne en pro bono. Et l'idée de cette campagne était d'aller interpeller les non-donateurs pour ensuite mieux expliquer qu'avec une mauvaise raison de donner, en fait, en face, il y a 1000 bonnes raisons de donner. Sylvie, on peut peut-être regarder rapidement une vidéo du Case Study. Oui, je la lance ou tu la lances? Je la lance. Okay. Et j'espère que ça va bien passer pour tout le monde.
down to a lovely place. You said this is where I go. You took me down to a lovely place. You said this is where I go. Je reviens sur la présentation. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde a pu voir la vidéo. On a vu très rapidement les impacts que ça avait pu avoir. Sylvie, ça nous a fait gagner fortement en notoriété et ça a également gentiment fait bondir, au moins ponctuellement, la collecte pour Planète Enfance et Développement. Alors, là où je voudrais nuancer, c'est, je ne pense pas que ça fait bondir notre notoriété, et ça a fait bondir à un instant T ça a donné un sursaut de visibilité. Et ce qui était intéressant aussi, je pense, d'affinité avec l'association sur un public qui a apprécié la campagne, et un sursaut de dynamisme aussi. Et effectivement, c'était une campagne de fin d'année, donc on sait que les 3 derniers mois sont décisifs pour les associations pour collecter des dons. Ça a été effectivement intéressant en matière de collecte de dons sur la fin de l'année. Néanmoins, une campagne comme ça, il est évident qu'en one shot, elle ne remplace pas la construction d'une identité sur la durée et donc effectivement des gains de points de notoriété sur la durée. Ok. Planète Enfance et Développement adresse une cause qu'on connaît bien au sein de la boîte que je dirige et qui n'est pas forcément la plus visible puisque c'est l'aide à l'enfance et à l'éducation dans les pays plutôt défavorisés. On l'a vu tout à l'heure dans l'intervention de Xavier, il y a un réflexe de générosité à peu près naturel qui est une générosité de proximité. On donne pour des causes qui nous impactent directement ou qui impactent notre entourage proche. C'est plus compliqué pour une cause comme celle de Planète Enfance et Développement de collecter. Alors effectivement, Xavier en a parlé tout à l'heure. Il y a cette loi de proximité qui s'applique effectivement aux associations, qu'elles soient géographiques, temporelles, affectives, etc. Avant le Covid, l'aide et la protection de l'enfance faisaient partie du trio, étaient dans les causes numéro 1 que les Français souhaitaient soutenir. Donc, chiffre à prendre avec des pincettes, mais on voit que pendant le confinement, cette loi de la proximité, elle est complètement effective. On voit que la recherche médicale, la lutte contre la pauvreté, etc., passe devant. Donc, nous, ça nous fait poser des questions. Oui, dans les faits, pour une association comme Planète Enfants et Développement, si vous combinez tous les facteurs qu'on a évoqués avant, cette loi de la proximité, la crise économique, la confiance, tout ce que vous voulez, eh bien, évidemment, agir à l'international, c'est pas forcément un facteur, un levier très simple pour collecter des fonds. Néanmoins, là où je voudrais nuancer un peu, c'est quand on a le temps d'expliquer qui nous sommes, quand on a le temps d'expliquer notre ambition, notre façon de faire, nos projets, nos résultats, on remporte l'adhésion. Et ça on le mesure tous les jours parce que nous, notre premier canal de recrutement de donateurs, c'est le street marketing, donc le recrutement de donateurs dans la rue. Et dès lors qu'on peut développer notre discours, il n'y a plus cette question de est-ce qu'on est connu, pas connu. La confiance, elle s'installe en expliquant ce qu'on fait en fait. En expliquant aussi, tout à l'heure vous avez parlé des ODD, qu'on s'appuie sur ces objectifs du développement durable, qu'on souhaite faire évoluer et agir sur le long terme, qu'on veut préparer l'avenir. Donc nous, Planète Enfants et Développement, les leviers sur lesquels on agit particulièrement au sein des ODD, c'est la lutte contre la pauvreté, la santé, le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, la réduction des inégalités, les partenariats. Tout ça, quand on a l'occasion d'expliquer, la collecte devient plus facile. Malheureusement,
on n'a pas toujours l'opportunité de discuter 20 minutes avec quelqu'un pour expliquer ce qu'on fait. Surtout en période de distanciation sociale. Surtout en période de dissociation sociale. Donc, je pense que ça va être un des enjeux qui va être assez important, c'est d'arriver à montrer et à convaincre qu'on agit en profondeur, qu'on ne met pas des pansements sur une jambe de bois. Ouais, c'est clair. Et alors, post-Covid, comment, en tant que directrice de la collecte d'une association caritative, tu vois les enjeux, les opportunités et les risques? Alors, si tant est qu'ils soient suffisamment tôt pour les envisager. Alors, j'ai pas effectivement de boule de cristal, mais on a des craintes, on voit aussi des signes encourageants, on sent des opportunités. Alors, effectivement, le risque majeur dont on a tous peur, c'est le risque financier pour toutes les associations et particulièrement pour les associations de solidarité internationale, on l'a évoqué, où cette loi de proximité ferait que les donateurs redirigeraient leurs dons vers d'autres associations qui agiraient plus localement ou pour la recherche médicale notamment. Donc ça, c'est effectivement, on attend de voir venir. On a un peu peur qu'il y ait on va dire un deuxième effet qui se coule. Toutes ces personnes qui ont peur à l'avenir, qui épargnent, qui peut-être vont perdre leur travail, etc., vont-ils quand même continuer à être fidèles? Donc ça, c'est une question, c'est des indicateurs qu'on veut suivre de près. L'attrition, est-ce que nos donateurs fidèles vont partir ou vont rester? Quelle place ils vont nous accorder? Après, on voit aussi des opportunités quand même. Je pense qu'on a tous vu qu'il y a eu une prise de conscience collective, que j'ai envie de dire, pour citer, que c'est la somme des individualités qui vont avoir un impact sur le collectif. Donc ça, je pense que c'est vraiment une opportunité. Il y a une prise de conscience de certains qu'il faut faire évoluer la société. Et là, on a peut-être une occasion justement de réveiller les non-donateurs. Là, nos 40% qui n'avaient pas confiance, c'est peut-être une occasion un peu d'aller les chercher. Et aller les chercher comment? Sûrement en leur montrant, en arrivant à leur convaincre, en leur montrant qu'on agit en profondeur, qu'on agit sur la cause des problèmes, qu'on peut faire évoluer ce monde, qu'effectivement, je rejoins ce que disait Olivier, qu'on n'est pas en silo, qu'il faut qu'on arrive à co-construire. Nous, chez Planète Enfants et Développement, la co-construction, ça fait partie de notre ADN. On est sur nos terrains depuis 30 ans, on connaît très bien ces terrains-là. Je pense qu'on peut développer des nouvelles formes de partenariats. Les entreprises peuvent s'appuyer sur nos connaissances pour développer des partenariats et développer leur RSE. Je pense qu'aussi, il va falloir savoir parler à tous ces jeunes qui sont mobilisés pendant cette crise et qui, nous, avec le recrutement de Russe, mobilisent tous les jours à nos côtés, parce que le canal de la Russe, c'est un canal qui recrute énormément de jeunes donateurs. Donc, nous, on a une base qui, à 50%, est composée de 50% de nos donateurs actifs sont composés de jeunes gens. Donc, ces jeunes gens qui vont être aussi confrontés potentiellement à cette crise financière à venir, il va falloir leur prouver qu'on est digne de leur confiance. Et puis aussi, je pense, parler leur langage sur leurs canaux de communication, être dynamique. On a vu que le digital, avec ce phénomène de confinement et de distanciation sociale, le digital a été sur le devant de la scène. Là, on est en webinar au lieu d'être conférence physique. Il va falloir, je pense, surfer sur cette vague, savoir rebondir aussi sur ce canal qui est le digital, faire preuve d'agilité. Je pense que personne ne sait ce qui va se passer sur les prochains mois exactement. Donc, moi, si je retiens 3 mots, en fait, ça va être de montrer de l'impact, penser collectif, développer des partenariats, faire de la co-construction. On a aussi cette loi Pacte qui est arrivée en 2019 et qui redéfinit un peu le rôle des entreprises qui doivent maintenant être aussi gérées dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'appuie en fait et qu'on développe vraiment des partenariats à forte valeur ajoutée, qu'on construise ensemble et puis qu'on soit agile et créatif, quoi. Et donc, chez Planète Enfants et Développement, nous, on est prêts pour tout ça. On a besoin d'alliés.
on a besoin de support, de toutes les bonnes volontés pour voilà, surmonter cette crise tous ensemble. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. Message passé. Et quelques questions posées aussi. L'une de Christophe qui pose clairement la question, le street marketing dans un contexte Covid, comment faire? C'est forcément un peu compliqué. Vos actions de street marketing ont redémarré ou vont redémarrer? Vous avez déjà un peu de... Alors, nos actions de street marketing, elles sont évidemment été mises en pause à la mi-mars. On espère fortement les redémarrer à la mi-juin. On a volontairement pas tenté de le faire avant, pour des raisons de sécurité des équipes, pour des raisons de respect des gens. On espère qu'on va pouvoir démarrer mi-juin. Dans quelles conditions on ne sait pas encore. Donc, toutes les équipes sont prêtes pour mettre en place les gestes barrières, être équipées, etc. Est-ce que le public va être récepteur? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'il acceptera de s'arrêter et d'écouter? Alors, soit, effectivement, il y a le phénomène un peu du repli sur soi qui se poursuit. Et là, ça peut être un peu compliqué. Soit tout ce qu'on vient d'évoquer, le collectif, la prise de conscience, etc., joueront en notre faveur et nous permettront d'expliquer notre discours. Oui, ça c'est à voir, effectivement. Alexandre pose une question qu'il exprime de telle manière. Rareté des ressources de dons, compétition accrue entre les orgas et les ONG pour accéder à ces ressources. Quel message distinctif des demandeurs de dons? J'aurais tendance à dire que sur la campagne Mauvaise raison de donner, vous avez eu un message déjà assez distinctif, en tout cas suffisamment disruptif pour être remarqué, en interpellant directement l'absence de motivation de don au travers des mauvaises raisons de donner. Il y a beaucoup de questions qui continuent à arriver. Ce que je propose, c'est peut-être d'aller jusqu'au terme de la présentation du webinaire pour ne pas bloquer tout le monde, et puis ensuite qu'on revienne potentiellement sur les questions que vous pouvez avoir pour Olivier, pour Xavier et pour Sylvie. Et dans la foulée de la question que nous posait Alexandre, je vais reprendre la main. La question qu'on s'est posée en fin de réflexion tous ensemble, c'est: est-ce qu'on va vers un monde plus solidaire? C'est sans doute plus que souhaitable. Et donc, on peut imaginer que c'est possible. Et la question, c'est comment et avec qui? On a proposé 3 étapes. La première est un vrai gros clin d'œil à nos amis de Médecins du Monde et qu'on a appelé « Arrêtez de s'en foutre ». On l'a vu, il y a une générosité de proximité qui peut s'exprimer. Il y a, de la part d'une grosse partie de la population française, un manque de confiance, ou en tout cas, comme excuse énoncée, le manque de confiance dans l'action des associations, ce qui est profondément injuste, in fine. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, sans doute le fait qu'une certaine pensée majoritaire rejette tout ce qui peut être assimilé à de l'assistanat, et a fortiori sur les causes lointaines. En fin d'année dernière, en fin de 2019, Médecins du Monde a sorti cette campagne un peu remarquée, en twistant complètement le sens de on s'en fout. Je vais partager très rapidement la vidéo de campagne qu'ils avaient diffusée à ce moment-là, pour qu'on voit tous de quoi
On est là sur ce que j'appelle une prise de judo intellectuelle, un peu dans le même sens de la campagne Mauvaise raison de donner dont tu nous as parlé, Céline. C'est-à-dire qu'on part d'un sentiment de désintérêt qui, hélas, est majoritaire, pour renverser complètement la tendance. Donc arrêter de s'en foutre, oui, c'est sans doute la première chose à faire, et interpeller les citoyens non donateurs par ce genre de message qui les met en fin de compte au cœur, qui les met au cœur de leur contradiction ou de leur comportement, peut être une piste pour émerger et se différencier. Ça n'empêche pas naturellement ensuite d'avoir des preuves de l'efficacité de ces actions, mais l'interpellation est un élément important. Au-delà de ce petit clin d'œil à Médecins du Monde et de ce petit clin d'œil à la prise de judo communicationnelle, on l'a vu, il y a d'évidence une opportunité forte d'activer les synergies. Il y a 4 types de parties prenantes. Les institutions qui peuvent produire des incitations notamment fiscales, mener des politiques de soutien et de relance économique qui n'oublient pas les enjeux de solidarité. Il y a naturellement les ONG, les associations, il y a les citoyens, qu'ils soient strictement consommateurs ou pas, qu'ils soient aujourd'hui donateurs ou pas. La crise aura aussi, et va continuer à marquer les psychologies des citoyens. Et puis on l'a vu avec l'intervention d'Olivier, il y a tout ce que les entreprises de la sphère RSE, de l'ESS et toutes les entreprises à mission qui pourront naître de la loi Pacte, qui sont clairement activées ensemble. La vraie question, c'est comment on va faire jouer les synergies entre ces 3 parties prenantes, synergies qui aujourd'hui ne concernent au mieux que deux des 3 parties prenantes de manière un peu non orchestrée. On peut penser aussi que la crise, on peut penser que cette vision est un peu angélique et idéale et que c'est un vœu pieux. Mais on peut penser aussi que dans le monde de l'après-Covid, donc marqué par une très grosse frayeur sanitaire et aussi de manière encore plus prégnante et hélas plus durable par une tension économique inédite pour nous, que ce progrès, ça va être un progrès à marche forcée. C'est-à-dire qu'en clair, pour toutes les parties, s'engager dans cette démarche ne sera plus simplement un nice to have, mais sera vraiment un besoin d'évolution du modèle et d'évolution de la raison d'être et du positionnement de chacun des acteurs dans ce qu'on appelle vulgairement ou bêtement le monde d'après, mais dans un besoin de changement qui non seulement peut être bénéfique à tous, mais qui, s'il ne s'opère pas, ne sera pas bénéfique, au contraire, sera nuisible à chacune des parties prenantes. Je finis juste en conclusion pour boucler, et puis ensuite on va prendre le temps, pour tous ceux que ça intéresse, d'aller plus loin des questions. On peut penser que le 3e axe va bien sûr découler du premier, ça va être de la co-construction pour avancer. Je vous l'avais dit, on a lancé ce webinaire à la base sur l'idée d'un livre blanc qu'on a eu pré-Covid. Ce serait extrêmement présomptueux de dire qu'on va régler la question en 1 heure ou 1 heure et demie de webinaire. Là, ce qu'on a voulu faire ce matin tous ensemble, ce n'est que jeter des premières pistes de réflexion. Mais à partir de ce livre blanc, on a voulu créer une initiative un peu plus continue pour poursuivre la réflexion ensemble. Et on a créé chez Nexize une plateforme à l'adresse que vous voyez apparaître, rise.nexize.com, où vous pourrez télécharger le livre blanc. Le livre blanc, il est majoritairement construit de pistes. On va y retrouver les conseils d'experts qu'on a entendu s'exprimer ce matin, mais également des pistes très activables autour de techniques comme le nudge marketing, comme le marketing autour de la data et de la connaissance client et donateur, comme le marketing émotionnel, etc. Et plutôt que simplement faire une page de téléchargement de ce livre blanc, on a décidé de faire une plateforme collaborative qui ouvrira dans quelques jours. Vous pouvez déjà vous inscrire si ça vous intéresse, voir les contributions et pourquoi pas d'y participer. C'est à la même adresse, rise.nexize.com. Et dans la foulée de tout cela, on prévoit fin septembre
de mémoire c'est le 24 septembre, on le prévoit, cette fois-ci en physique. Si la distanciation sociale, à ce moment-là, on peut l'espérer, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc un vrai workshop d'une matinée sous l'égide de l'ADTEM pour continuer à travailler ensemble autour de ces pistes, pour continuer à agréger les expertises professionnelles diverses et complémentaires pour construire tout ça. Je retourne sur le chat et sur les questions. N'hésitez pas, Sylvie, Olivier ou Xavier, à réagir et clairement à meubler le temps que je recense les nouvelles questions qui sont apparues. Ouais, alors moi je voulais juste réagir sur ce que tu as dit à la fin, Hervé, sur le must. Alors, il y a une question de Monsieur Christophe Lavar qui dit avant Covid, ce mode était déjà un peu décrié. Alors, est-ce qu'il parle du strict? J'ai pas. Je pense, j'ai l'impression, je ne sais pas si Christophe est toujours en ligne, oui, j'ai l'impression que c'est du street dont il parlait. Alors, bon, moi, de mon point de vue, alors attendez, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de décrier. Effectivement, je pense que toutes les associations doivent veiller à ne pas saturer ce canal de recrutement tel que peut commencer à l'être le mailing papier. Néanmoins, les gens font le choix de s'arrêter de discuter avec nous. Et quand nous, dans notre expérimentation, quand les gens font le choix et de s'arrêter, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. C'est du lien avec les gens. On est en train d'avoir un échange. Et pour nous, c'est beaucoup. Enfin, on estime que c'est très valorisant de pouvoir avoir cet échange plutôt que d'avoir un échange épistolaire ou sur du digital, par exemple. Donc, on espère, et toutes les associations qui font du street marketing, ils mettent tout en œuvre. Il faut savoir que c'est très, très encadré. Il y a des coordinations, on ne fait vraiment pas n'importe quoi. C'est très encadré pour respecter la population et on met tous tout en œuvre pour que ce canal puisse continuer et qu'on puisse aller à la rencontre des gens. C'est clair. En creux dans ta réponse, le street a un rôle essentiel, notamment pour recruter des plus jeunes. Et ça fonctionne et c'est rentabilisable. Le simple risque de ma propre expertise sur ce canal, c'est de créer une trop forte dépendance dans l'acquisition. C'est-à-dire que, typiquement, c'est comme tous les canaux d'acquisition, effectivement, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On est d'accord. On a une question, je suis désolé, ça va être forcément un peu en vrac. On a une question d'Alexandre qui nous dit « Dommage que les instituteurs ne soient pas dans les bras », figurant le lien, les bras, je pense que c'est ici. Et on avait d'autres questions qui répondaient aussi sur le rôle de l'éducation dans ce mouvement et dans ce progrès. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des réactions, des suggestions par rapport clairement à ce que l'école et l'éducation globale peut apporter un changement de modèle? Nous, l'éducation, c'est au cœur de nos missions. Hein. L'éducation sur nos terrains d'intervention, évidemment, parce qu'on estime que c'est une des clés du développement. Mais aussi l'éducation en France, on développe, on essaie de développer du plaidoyer. On fait partie de collectifs pour sensibiliser les gens. Alors ensuite, là, la question, c'est entrer dans les écoles. Effectivement, c'est une excellente question et il y a des associations qui le font très bien. Sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Voilà, les enfants d'aujourd'hui sont des adultes de demain, donc effectivement, je pense que c'est une pierre essentielle à long terme. D'accord. Ouais, je voulais compléter sur peut-être enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense aussi que les instituteurs font un bon travail là-dessus. Hein. Moi, j'ai des enfants petits, CE1, CE2. Il y a vraiment des repères qui leur sont donnés là-dessus. Il y a des ressources très bien faites. Donc, là, on est bien dans, non pas l'accès à l'éducation, mais l'éducation à tous ces sujets des enfants d'aujourd'hui. Par contre, si on regarde les plus grands, on a moins ça. Il y avait une question dans le chat qui était sur la formation à la RSE. Si je peux répondre, il y a quelques années, il n'y avait que les gens qui étaient formés à la RSE étaient des gens qui faisaient des études dans le domaine. Et quand on était dans les
formations de cursus général, les troncs communs, c'était des électifs que ne choisissaient que ceux qui étaient intéressés. Aujourd'hui, on arrive quand même dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., à faire partie des fondamentaux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce qu'on n'a pas encore réussi à percer, mais on est en train de le faire, c'est que les formations de type troisième année sur la finance, sur le contrôle de gestion, sur le marketing, sur la communication, intègrent une dimension responsable plutôt que d'en faire une spécialité. En fait, ce qui est intéressant, l'ensemble des métiers, et c'est d'ailleurs moi ce que je fais depuis 15 ans dans les entreprises pour réparer l'absence de formation initiale des gens qui se retrouvent dans les entreprises avec lesquelles on travaille. D'accord. Il y a une question qu'on a zappée, désolé, c'est une question de Christine qui est assez fondamentale. Il va falloir qu'on puisse tous y répondre. Pourquoi les États et les pouvoirs publics ne pourraient-ils pas changer de paradigme? Qui veut apporter les premières réponses par rapport à ça? Je pense qu'il y a, on pourrait faire un débat que là-dessus. Je pense qu'il y a une notion dont on a pris conscience avec la mondialisation, qui est la notion d'échiquier mondial. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes organisations, elles dépassent les frontières nationales. Et donc, on avait besoin d'un contre-pouvoir complémentaire. On voit bien que si je suis trop contraignant, une grande entreprise va pouvoir déplacer ses pions d'un pays à l'autre, etc. Donc, ça demande soit des coalitions supranationales, soit le fait de compléter le travail de cette partie prenante essentielle par l'action d'autres. Et c'est pour ça que ce qui se passe au niveau des consommateurs qui touchent la marque ou l'entreprise au portefeuille est aussi très important. Je pense que l'ensemble des acteurs ou les ONG qui sont les vigiles d'un certain nombre de travers sont aussi très importants. C'est l'alliance de tout ça qui va faire quelque chose de plus efficace. Je pense que tout seul, aucun des acteurs n'a la capacité à résoudre le problème. Oui, je suis d'accord avec toi fondamentalement. Ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est que, en fait, on s'aperçoit en parlant notamment avec les consommateurs de la classe moyenne, quand on les interroge sur les marques responsables, par exemple, qu'ils ont tendance de plus en plus, finalement, je reviens sur ce que dit Olivier, hein, je rebondis là-dessus, ils ont tendance de plus en plus alors en France, hein, ailleurs je ne sais pas, mais en tout cas en France c'est clair, à avoir un discours, j'ai envie de dire, entre guillemets, direct du producteur au consommateur. À dire, attendez, bien, les pouvoirs publics, l'État, je caricature, l'État, on a compris qu'il avait un peu démissionné sur toutes ces questions. En tout cas, il est beaucoup moins, il est quand même beaucoup plus impuissant, si je puis dire, c'est un peu paradoxal, qu'il ne l'était par le passé. Ce qui n'est pas du tout une surprise, puisque finalement, ça fait maintenant très longtemps qu'il y a tout un discours politique qui est porté par la classe politique en France depuis très longtemps, sur le fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est l'État français. Donc voilà, il y a des contraintes, il y a des traités, il y a des... Donc les gens, à un moment donné, en tirent les conséquences et disent, en tout cas, en ce qui concerne la responsabilité, la RSE en général, on va demander directement aux entreprises et aux marques. Alors je pense que ça, d'ailleurs, ça va être renforcé par la crise du coronavirus, parce que nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, les gens nous disent, d'une part, l'État, là, en France, on ne peut pas considérer qu'il a très bien réagi. Il y a eu des tas de problèmes qui se sont posés. Donc voilà, c'est factuel. Alors que d'un autre côté, et ça c'est intéressant, on a constaté, nous, consommateurs, que, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. Il y a eu du gel hydroalcoolique grâce aux entreprises qui se sont mobilisées, qui ont changé la destination de leur chaîne de production pour en faire. Les masques, il y a des petites entreprises qui se sont débrouillées, des grandes entreprises qui se sont débrouillées aussi. La distribution, s'alimenter, aller se ravitailler en course. On constate en tant que consommateur que finalement, en très très peu de temps, des très grosses entreprises comme Carrefour, etc., ont mis en place des nouvelles procédures, ont mis des plexiglas aux caisses, enfin bref, on met en place tout un tas de choses qui ont permis aux gens de faire leurs courses. Donc, sans compter évidemment le numérique avec tout ce qui est livraison à domicile, livraison express. Donc, les gens sont très... aujourd'hui, en France, il y a vraiment cette perception très forte d'un État de moins en moins capable de faire des choses. C'est comme ça. Et d'entreprises, en revanche, à qui on peut et on doit demander de plus en plus de choses parce que ce sont des machines de guerre qui sont certes d'abord dirigées vers le profit, mais qui peuvent, en cas d'urgence, et là, la crise du coronavirus l'a démontré, qui peuvent quand même réagir aussi
pour le bien commun de façon ultra efficace, quoi. Les gens ont été impressionnés pour ça. Si je peux compléter, pardon. Bien sûr, Sylvie. Ah oui, oui, bah, clairement, oui. L'œil d'une association sur Ouais. le rôle de l'État. Il y a clairement le rôle des entreprises, là, je suis d'accord, qui est majeur actuellement. Et puis, il y a aussi, et c'est drôle parce que vous, en tant qu'observatoire en fait, de la population, vous dites, on voit que les gens voient bien là, ce rôle complémentaire de l'entreprise. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est j'aurais aimé que vous disiez, et ils ont aussi vu ce rôle complémentaire qu'ont absolument les associations en ce moment, où toutes les associations de proximité de distribution d'aide alimentaire voient leur demande et leur population exploser, sont sur le front et ils disent il y a des gens qu'on ne voyait plus en fait, qui avaient un peu sorti la tête de l'eau, qu'on ne voyait plus aux distributions alimentaires, qui sont en train de revenir. Et donc voilà, là c'est à nous, encore association, de montrer ce qu'on fait. Nous, sur le terrain, dans les pays où on est, on distribue des allocations dans les bidonvilles où on intervient au Cambodge, auprès d'ethnies oubliées au Népal. Et ça, effectivement, on a un rôle pédagogique à faire pour que ça se voit, quoi. C'est vrai qu'il y a un sujet de visibilité qui est très, très important. Parce que c'est vrai que là où les grandes entreprises ont joué, on va dire, avec beaucoup plus de facilité, c'est que quand on est Carrefour ou Leclerc, on va faire ses courses, on voit les choses. Enfin, c'est très concret. On voit les caissières, on voit les gens dans les rayons, on voit s'ils ont des masques, on voit s'il y a du gel hydroalcoolique, on voit s'il y a du plexiglas, on voit l'effort qui est fait. Ouais. On voit s'il y a des choses en rayon, etc. Quand on est LVMH, je veux dire, on rend visible le fait qu'on agit. Quand on est une association, on a moins de moyens, c'est moins évident. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet de visibilité qui est absolument clé. Christine apportait une précision, c'était sur le rôle des pouvoirs publics. C'était notamment au niveau régional et local, et le fait que certaines régions avaient entamé une transition sociétale qui intégrait beaucoup aussi bien les associations que les entreprises locales, voire même les commerces au niveau local. Je fais un dernier tour. On est en train de doubler le temps qui était initialement consacré à ce webinaire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, donc il reste intéressant. Je regarde. Non, je pense qu'on a fait. Il y avait une question sur la persona des 21% de Pioneer Responsible Lifetime qui était pour Olivier et moi. Ouais. Alors, je vais répondre en partie parce que moi, ça va être très partiel. Ouais. Plus sur, on va dire, je pense que dans les pionniers je pense que les Responsible Lifetime, il y a toute une partie des classes moyennes qui aimeraient bien en faire partie. Donc, ça pourrait être beaucoup plus que 21%, en fait. Ça pourrait être peut-être 50% de la population facile. Mais en réalité, je pense qu'il y a une énorme partie de la population française qui est beaucoup plus would be responsible lifestyle, on va dire. Donc, qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas. Et leur persona à eux, ça va être de partager ce qu'Olivier a présenté. Hein. Donc, voilà, l'envie d'agir, de prendre les choses en main, d'agir dans le maximum de domaines de leur vie et de leur consommation. Hein. Ça va de les courses alimentaires jusqu'à la mobilité, en passant par le type d'assurance qu'on prend, voilà, mais qui ne le peuvent pas pour des raisons de contraintes financières, de contraintes, on va dire, entre guillemets, de vie très fortes. Un exemple typique de ça, nous on le voit énormément, sur la mobilité par exemple. On peut avoir envie d'avoir un lifestyle vraiment responsable, y compris sur la mobilité. Si vous habitez en France périphérique, c'est juste impossible. Vous avez besoin de la voiture absolument tout le temps. Et c'est intéressant de voir qu'il y a sans doute des choses qui vont se passer dans les années qui viennent, qui risquent d'être des switches extrêmement, ou des shifts extrêmement violents, parce qu'on sent que le désir est là, mais pour l'instant, les moyens ne sont pas là. Donc, il y a beaucoup de gens qui roulent au diesel, qui aimeraient bien faire autre chose que rouler au diesel. Simplement, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais ils sont déjà quelque part dans leur tête, dans les 20%, dans les 21% de Responsible Lifestyle. Et peut-être très courtement pour compléter, en fait, ce qui est intéressant dans cette population, c'est qu'il y a des jeunes, il y a aussi des gens qui sont plus avancés, notamment à la retraite, etc., qui sont capables de faire des choix parce qu'ils ont des revenus, et Xavier en a parlé tout à l'heure, qui sont plus stables, plus sécures, etc. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas une niche classique dans la segmentation qu'on ferait traditionnellement, et donc c'est pour ça qu'elle est plus complexe à capter. Il y a
il y a clairement quelque chose qui est en train de se dessiner autour de ça. Super. Écoutez, je propose qu'on en finisse là. N'oubliez pas, continuons à réfléchir à ça et notamment si la date du 24 septembre est bien confirmée. Mais vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour toutes les questions et tout l'intérêt que vous avez manifesté. Merci infiniment à vous trois pour vos retours d'expérience super, extrêmement intéressants et fondateurs pour continuer à co-construire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et à bientôt forcément. Merci. Merci. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir.